Steve Nadjar. Astrid von Buzekist, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes professeur de théorie politique à Sciences Po Paris. On vous doit notamment Porte et murs des frontières en démocratie, un ouvrage qui a fait date et qui était consacré à la pratique du hérouf. Ouvrage publié en 2016 chez Albin Michel. Et c'est chez le même éditeur que vous faites paraître un nouveau livre intitulé La religion au tribunal, essai sur le délibéralisme. Une réflexion dans laquelle vous examinez, à partir d'une approche contextuelle, la relation pas toujours confrontationnelle entre le civil et le religieux, entre droit de l'individu et droit du groupe. Vous abordez ainsi 3 situations, 3 scénarios: l'éducation à la maison pour des convictions religieuses, la circoncision rituelle, et le divorce religieux. Mais d'abord, Astrid von Buzekist, comment définiriez-vous la notion de délibéralisme dont vous faites l'éloge pour ses vertus conciliatrices ? Le délibéralisme, dans mon esprit, est la manière dont on marie le libéralisme et la démocratie, au sens où l'on tient compte à la fois des vertus du public et du collectif, avec toutes ses composantes, y compris les minorités, et la liberté individuelle. Donc c'est un mariage, si vous voulez, entre le classique principe de non-nuisance, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence, avec un autre principe qui est celui d'un devoir, d'une responsabilité de travailler à l'amitié civique en démocratie, en incluant le plus largement possible, lorsque c'est possible évidemment, lorsque les minorités ne marchent pas sur les pieds de la démocratie, mais lorsque c'est possible, il faut ce gage de réciprocité entre l'individu et le collectif, entre la liberté et l'égalité de tous les groupes. Celles et ceux qui se reconnaissent dans le délibéralisme sont des êtres de compromis qui souhaitent que ça marche, écrivez-vous. S'il accommode un peu au-delà du seuil de nos attentes laïques, ils le font avec un espoir de conciliation civique. S'ils restent parfois en deçà des revendications communautaires, ils plaident le sens de l'équilibre dans l'espace public. Cet esprit de conciliation, Astrid von Buzekist, il a quelle réalité en France en 2023 ? C'est très compliqué parce que le seuil est variable. En France, on parle souvent de la sacro-sainte, si je puis dire, laïcité, qui serait un principe un peu unique qu'on applique à tous les cas. Mais c'est faux, à l'évidence. C'est-à-dire que les juges bricolent. Il n'y a pas un principe de laïcité. Il y a une pratique de la laïcité qui change selon les périodes, qui change selon les cas. Et lorsque je réfléchis au contexte et au mode d'application, si vous voulez, par la justice et par le Parlement de la laïcité, je réfléchis aussi à ce seuil changeant. C'est-à-dire, il y a aussi une historicité de la laïcité. La démocratie est menacée de manière différente selon les époques. Alors, aujourd'hui, il me semble que on le voit parfaitement bien à l'œuvre. C'est-à-dire que cette laïcité est à la fois clamée, mais aussi abîmée en quelque manière, dans la mesure où on voudrait la réduire à une séparation stricte entre le religieux et le politique, ce qu'elle n'a jamais été. La laïcité a toujours été un principe de séparation, en effet, mais aussi un principe de protection. Et pour qu'il y ait protection de l'espace religieux, donc de l'espace de la conscience, de l'individu et des groupes, eh bien, il faut qu'il y ait dialogue. Il faut que les deux entités, si je puis dire, se parlent, sinon ce ne serait pas possible. Mais ce pragmatisme prôné par le délibéralisme, il a souvent fort à faire face aux postures, face aux cambrures qu'on oppose parfois à toute affirmation du signe religieux au-delà de la sphère privée. C'est vrai, mais mon idée, si vous voulez, n'est pas, je ne m'exprime pas au nom d'un quelconque groupe du gouvernement ou mon idée est simplement de dire que c'est la citation que vous avez eu l'amabilité de lire tout à l'heure, si on abaisse un tout petit peu le seuil, si on se crispe un tout petit peu moins, et si on regarde quelles pratiques religieuses menacent véritablement l'égalité et la liberté citoyenne, on se rendrait sans doute compte que il y a évidemment des pratiques religieuses qui menacent notre vie en commun et notre vie démocratique et qui menacent le principe de laïcité strictement entendu, mais qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont parfaitement compatibles avec une vie heureuse en démocratie.
Alors vous distinguez dans ce cadre 3 types de libéralisme pragmatique. D'abord le libéralisme de séparation, le libéralisme de composition ensuite, tel qu'il s'est exprimé dans le dossier de la circoncision en Allemagne grâce finalement à la décision du Bundestag ayant fait suite à la décision du tribunal régional de Cologne qui avait criminalisé cette pratique ancestrale. Et puis le libéralisme de coopération enfin sur la question du guet où les normes civiles et religieuses font alliance pour trouver une solution à travers leurs représentants. Laquelle de ces 3 modalités vous semble la plus satisfaisante ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a aucune qui est plus satisfaisante qu'une autre. Elles sont simplement adéquates au concept. C'est-à-dire qu'elles sont bonnes parce qu'elles répondent de manière adéquate à la question posée. C'est-à-dire que autant il me semble qu'il faut défendre la séparation lorsqu'il s'agit d'envoyer les enfants à l'école et interdire aux parents de les instruire à domicile, en tout cas dans le cas allemand qui est un peu particulier, parce que l'école est le lieu de l'apprentissage, de la tolérance, du pluralisme, du dialogue, etc., etc. Donc l'État dit je sais pas, et il a raison de le dire. Dans le cas de la circoncision, il y a une difficulté supplémentaire parce que le juge n'a pas su très bien gérer cette affaire, donc le politique est intervenu. Il a dit composons. Composons au nom de quoi ? Composons au nom de l'amitié civile entre nos 2 grosses minorités, c'est toujours un cas allemand, la minorité musulmane et la minorité juive, parce que si l'on interdisait la circoncision en Allemagne avec son histoire coupable, on passerait, disait Angela Merkel, pour une nation de comiques. Donc ce n'était inenvisageable au nom d'une sorte de justice historique, et c'était inenvisageable aussi parce que l'on sait que la circoncision est le signe même de l'alliance, donc on détruisait ce qui fait le judaïsme, ce qui compose la communauté. Et ça, l'initiative interpartisane l'avait très très bien compris. Dans le dernier cas, dans le cas de la coopération, c'est encore une autre affaire où quelquefois, vous savez, c'est comme pour l'exception ministérielle dans l'Église catholique. Si l'État disait il faut que les hommes et les femmes soient égales dans la religion catholique, eh bien l'Église catholique n'existerait plus d'une certaine manière. Donc il y a des limites au-delà desquelles l'État ne peut pas intervenir à l'intérieur d'un ordre normatif qui n'est pas le sien. Il ne peut pas. Pour le divorce dans le judaïsme, c'est exactement la même chose. Le juge civil ne peut pas prononcer un divorce religieux de la même manière qu'un tribunal rabbinique ne peut pas prononcer un divorce civil. Donc comment faire ? Il faut coopérer. Et c'est ce qu'ont fait les juges et le rabbinat dans l'État de New York d'abord, ensuite un peu partout aux États-Unis. Ils se sont mis autour d'une table, par image, et se sont mis d'accord auparavant, ex ante, sur les modalités qui permettraient de faire coexister l'ordre civil et l'ordre rabbinique pour pouvoir hâter ce qui n'est pas extorquable, c'est-à-dire un divorce, le billet de guet que donne généralement le mari à la femme, même si on sait que c'est en principe quelque chose de consensuel. Dans quelle mesure vous estimez que ce type de coopération tel qu'il a été visible aux États-Unis pourrait être applicable aujourd'hui en France, compte tenu de l'approche un peu différente à la fois du libéralisme et politique et de la laïcité, du regard sur la laïcité qui est un principe a priori très français ? Très français. En France, il y a eu des périodes plus douces, plus souples qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'en 2007, si on prend le tribunal d'appel de Paris, la Cour avait estimé que il serait injuste de ne pas libérer la femme. Donc, au-delà même des dommages et des intérêts, le jugement était relativement proche finalement de ce que je montre des États-Unis. Mais les cours sont revenus sur cette souplesse, disons, sur cette faculté de faire des compromis. Aujourd'hui, la laïcité s'impose et le juge civil dit ça, c'est de votre responsabilité. Vous vous mariez dans votre religion. Nous, on n'en a rien à faire parce que l'État laïque nous impose de ne rien pouvoir faire. De sorte d'ailleurs que les juristes se plaignent. Il y a eu un rapport sur la laïcité dans la justice qui dit très clairement que les juges se rendent un peu coupables d'abstentionnisme en ne protégeant pas davantage les femmes agounot, donc les femmes enchaînées par leur mariage. Pour mener cette réflexion, vous avez fait le choix, Astrid von Büsekis, de partir de décisions de justice. En quoi la justice est aujourd'hui le cœur battant du traitement, de manière plus ou moins différenciée de ces questions ?
Vous avez raison, c'est le cœur battant. On le voit très fortement aux États-Unis aujourd'hui, et on le voit en Israël. Et dans les deux cas, on voit que selon la composition des cours suprêmes, il y a une variation énorme et une évolution énorme entre différents jugements. Et c'est pour ça que la composition devient un enjeu politique pour les gouvernants? Alors, bien sûr, la composition devient un enjeu très important, mais il existe le politique. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la justice. C'est-à-dire que dans le cas allemand de la circoncision, le politique s'est substitué en quelque manière à la justice. Mais vous avez raison. Mais pour une deuxième raison, c'est-à-dire qu'à la fois la composition, mais ça on pourrait dire que c'est conjoncturel, si vous voulez. Mais d'une manière plus structurelle, la justice est le théâtre de ces confrontations. Et c'est intéressant et c'est heureux pour nous d'une certaine manière, parce que un jugement est nécessairement toujours contextuel. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jugements pour toujours, a priori. Un juge n'est pas un arbitre comme au tennis qui dit la balle est bonne ou elle est out. Le juge est quelqu'un qui bricole, qui contrepèse des arguments de valeurs différentes et qui décide in fine, mais qui décide en toute connaissance de cause et sur un cas précis. C'est ça qui est intéressant dans les décisions de justice, c'est qu'elles permettent de voir à l'œuvre une réflexion à chaud, mais sur quelque chose qui est quelque chose de la vraie vie, qui est ancré dans le réel. Alors évidemment, dans les juridictions common law, c'est intéressant parce que la juridiction et la jurisprudence est un peu différente de chez nous. Si vous lisez un jugement de la Cour suprême, il fait quelquefois 300 ou 400 pages et c'est un traité de philosophie. Au Canada, c'est pareil, c'est tout à fait intéressant. Donc pour nous, chercheurs, c'est formidable de travailler sur des décisions de justice. Merci beaucoup Astrid von Buzekis d'avoir été avec nous pour nous présenter ce grand livre particulièrement intéressant, La religion au tribunal, essai sur le délibéralisme, publié aux éditions Albin Michel. Merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Radio J. Très bon après-midi à vous.